rappeler le programme et faire la présentation. Donc, bonjour et bienvenue aux participants pour ce deuxième webinaire doctorant organisé par le CFMS. Nous vous remercions tous pour votre présence. Alors, je tiens également à remercier Marc Peruzzetto et Oriane Gène qui ont organisé ce webinaire, mais qui ne pourront malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. J'assurerai la présentation à leur place. Comme vous pouvez le voir, le programme du webinaire s'affiche à l'écran avec 4 intervenants, 4 doctorants. Chaque présentation durera 15 minutes, suivie par un temps d'échange de 5 minutes de questions que vous pouvez, que vous pouvez poser tout au long de la présentation sur le chat. Donc, je vais le rappeler. Et puis, si jamais les 5 minutes après les présentations ne sont pas suffisantes, une séance de questions-réponses est prévue à la fin du webinaire qui permettra de revenir sur certains points. Donc, n'hésitez pas tout au long de ce webinaire de poser vos questions sur le chat. Et puis, alors un petit rappel pour que ce webinaire se passe bien. Donc, vérifiez que vos micros et caméras sont bien coupés afin d'assurer une connexion fluide. Bien sûr, quand les intervenants vont présenter, n'hésitez pas à allumer vos micros et vos caméras. Et puis, je tiens à préciser, comme l'a souligné Alexandre, que le webinaire sera enregistré et disponible par la suite sur le site du CFMS. Également, tous les supports des différents intervenants seront disponibles également. Donc, si vous êtes d'accord, on peut passer à la première présentation. Donc, je fais appel à Juan Carlos Balbuena, doctorant dans l'équipe du laboratoire des risques rocheux et ouvrages géotechniques de l'Université Gustave Eiffel, en collaboration avec l'entreprise NGE, qui travaille sur un sujet de thèse portant sur l'évaluation du frottement à la mise en place de pieux. Pardon. Monsieur Balbuena, à vous la parole. Merci beaucoup pour la présentation. Et je pense que maintenant, mon écran, bon, je partage mon écran, c'est bon. Et, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Juan Carlos Balbuena. Je suis un doctorant du deuxième année à l'Université Gustave Eiffel, laboratoire RRO. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet lié à ma thèse qui s'intitule L'évaluation du frottement à la mise en place du puits préfabriqué autoforé. Ma présentation se divise en 5 parties. Une partie en contexte, en introduction, et la technologie on a développée, et la mise en œuvre sur le terrain, et des approches qu'on a utilisées pour l'évaluation du frottement, et pour la fin, une partie des conclusions et perspectives. Bon, comme une introduction, parmi des procédés traditionnels de construction des parois moulées, NGE Fondation développe une nouvelle technique qui implique l'utilisation des briques préfabriquées. Ici, dans cette technique, on intègre un processus d'autoforage et à l'intérieur de ces éléments. Okay? Lors de ce développement de la technique d'autoforage, un alvéole de l'élément base ou de l'élément préfabriqué de la brique, il est nécessaire d'estimer le frottement qui s'oppose à son installation. Alors, la technologie qu'on a développée, un peu de contexte. Il existe deux types de puits principaux, les puits préfabriqués et les puits collés en place. Dans la première catégorie, on trouve qu'il y a une partie qui s'appelle un puits cru ou aussi un puits PHC, où les principes d'installation, c'est par jacking, avec une tête de forage plus grande que le diamètre de notre puits. D'accord? Et dans ce contexte, NGE Fondation, financé par BPI France, développe un nouveau technique à partir de ces éléments crus où les processus se divident par deux actions principales. L'action d'autoforage
et l'action de pousser vers le bas en même temps. D'accord? Et ils sont des éléments crus avec 4 mètres de longueur. Et ils sont des éléments métalliques avec un diamètre extérieur et interne de 600 mm et 300 mm. Ils sont dotés avec une pointe interne et une pointe externe qui permet la connexion entre ces éléments. Ici, je montre dans les vidéos comment ça marche la technique avec la tête de forage. La tête de forage, c'est plus grand que les diamètres de notre élément. Alors, nous passons maintenant à la partie des essais sur site. On a fait le test à Saint-Julien-Lars, à côté de la ville de Poitiers. Pour l'instrumentation, on avait installé 3 capteurs de force connectés avec un micro-data-logger qui permet l'obtention ou l'enregistrement de toutes les données pendant les tests, jusqu'à 72 heures d'enregistrement. Alors ici, les conditions géotechniques, principalement des argiles, on a installé 4 éléments jusqu'à 16 mètres de profondeur avec un élément guide qui nous a permis d'atteindre 20 mètres de profondeur. Ici, je montre les étapes ou comment on connecte la partie de la connexion entre la pointe instrumentée et la pointe interne de notre élément. Et maintenant, on passe à la partie de l'évaluation du fondement. On a fait les calculs pour une première approche de ce fondement par analyse de cet équilibre de force, en gros. Ici, les fondements autour de notre élément, ça c'est égal à la force appliquée par la machine sur la tête de notre élément, moins la somme de forces qu'on a enregistré dans les capteurs de force, plus plus le poids de notre élément. Alors, on a obtenu ce résultat de fondement local dans chaque élément. Et on a vu que dans le profondeur de 3,5 jusqu'à 7,5 mètres, on a obtenu des valeurs négatives de fondement. Ici, ça posait la question pourquoi. Et alors, grâce à l'instrumentation de notre élément, ici, on peut voir la répartition des forces axiales en fonction de la profondeur, mais aussi on peut localiser spatialement l'ubication de chaque capteur. Ici, dans cette graphique, on voit que le capteur localisé dans cette partie, le capteur numéro 2, ça ne nous donne aucune valeur, aucun résultat. Et cela nous a fait réfléchir que, oui, il y a un effet de bending au niveau de la connexion, comme je montre ici. Alors, ça, c'était la première approche. Pour la deuxième approche, on avait analysé en fonction d'un fondement, une loi de fondement ajoutée, on va modéliser tous les efforts dans les puits pour prédire la force de compression dans les coordonnées où on a la connexion entre notre puits. Et après, on va comparer cette valeur de notre modèle avec les valeurs qu'on a eues sur site. Alors, nous sommes partis dans le principe que la force d'enforcement pour la première approche, et la force d'enforcement était concentrée dans les centres géométriques de notre puits. Ça nous a généré une force de compression, mais pour la deuxième approximation, on considère une force excentrique sur la tête de notre élément. Ça va nous générer une force de compression et une force de traction. Alors, il faut définir deux axes. Un axe
X minuscule localisé sur la tête de notre pu. Ça va se mobiliser parce que le pu, ça avance. Et le deuxième axe, c'est un axe X majuscule qui s'est fixé sur la surface du sol. Si on analyse un élément différentiel de notre pu avec la théorie de Beam on Elastic Foundation, on peut avoir à la fin cette équation différentielle à résoudre. On voit qu'ici, on a le frottement autour de notre élément. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais avec une modélisation par différence finie, on pourrait résoudre cette équation différentielle avec cette condition limite des moments flexionnants sur la tête, que ça c'est égal à la force de la machine fois l'excentricité, et un moment de flexion nul à l'extrémité, parce que c'est une extrémité libre. On ajoute une condition dans la connexion que c'est un moment flexionnant généré par une rigidité rotationnelle fois l'inclination. Et bon, ensuite, avec la résolution de notre équation différentielle, on peut calculer la force de compression par toute la longueur de notre pu, mais ça nous intéresse la partie dans la connexion. On peut calculer cette force de compression avec l'expression qu'on fait ici. Ça, c'est la partie de la validation de notre modèle. On va étudier 3 cas très simples avec 3 instants différents. Le premier instant où la longueur des faussement, c'était 4 mètres, 6 mètres et 8 mètres, avec une force appliquée par la machine pour chaque instant. Pour le premier cas, les cas plus simples, on avait étudié aucune excentricité et aucun frottement dans le pu. On voit ici dans le graphe des moments et déflexion, et la déflexion de notre élément, c'est nul parce qu'il n'y a pas d'excentricité. Et ici, la force axiale, c'est égal à la force appliquée par la machine dans les 3 cas. Ici aussi, la force de compression, c'est égal à la force axiale parce que il n'y a pas une force de traction parce que la excentricité, c'est nul. Pour le deuxième cas, on a analysé encore une excentricité nulle, 0, mais on a ajouté un frottement qui va augmenter par rapport à la profondeur. Ici, encore, les graphiques des moments de flexion et la déflexion de notre élément, c'est nul, c'est 0 parce qu'il n'y a aucune excentricité, mais le frottement, ça va baisser par rapport à la profondeur quand il y a un contact entre le sol et notre élément. On voit que ça converge avec un calcul théorique et ça baisse cette force axiale et par rapport à la profondeur quand il y a un contact entre le sol et notre pu. Ici, la force axiale encore, c'est égal à la force axiale parce qu'il n'y a pas une force de traction due que la excentricité, c'est nul. Et pour le troisième cas, on a analysé une excentricité égale à 15 cm et un frottement nul. Ici, si on compare avec la théorie de la méthode ETNJ, on voit que les résultats qu'on a dans notre modèle numérique, ils sont convergents. Ici, la force ici, il existe une force de traction parce qu'on a ajouté une excentricité et la force de compression, ça va être pas égal à la force axiale. Par contre, si on fait la somme de la force axiale et la force de traction, on aura à la fin cette force axiale, qui en gros, c'est égal à la force appliquée par la machine. Alors, l'objectif, en fait, c'est de comparer les forces de compression obtenues ici, dans la connexion de notre élément par rapport à chaque instant d'enfoncement, et les comparer avec les valeurs qu'on avait sur site.
Ici, par cette première analyse, on a utilisé une loi de frottement avec la méthode alpha qui implique un coefficient alpha et une équation non drainée. Je montre ici dans cette graphique quatre différentes configurations avec une équation non drainée de 24 et 31 kPa et une variation de cette constante alpha de 0,9 jusqu'à 0,1 pour la quatrième graphique. On voit qu'il n'y a pas une convergence si on utilise un frottement très, très élevé. Par contre, si les frottements ou les constantes alpha, c'est très faible, la convergence, c'est plus évident. Et bon, pour la fin, on a obtenu cette fourchette de valeurs avec un coefficient non drainé de 24 kPa, avec une fourchette de valeurs entre 0,19 et 0,23 de la valeur alpha. Et on voit que la convergence, c'est bon, c'est bien, pardon. Alors, pour passer à la partie de conclusion, ces techniques de construction de puits crus avec une tête de forage extensive fonction, ça marche bien. Aussi, ces capteurs de force sans fil et avec une instrumentation validée permet la déduction du frottement au long de notre puits par mesure de force de compression. Les forces de compression qu'on avait mesurées à la connexion de notre élément. Aussi, le défi nous a mené à explorer des solutions alternatives parce que, oui, la première approche, ça nous donnait une partie négative de frottement. On s'est posé la question pourquoi. C'est pour ça on avait développé la deuxième approche. La comparaison entre les forces de compression dans les modèles et la force de compression réelle qu'on avait obtenue sur site, ils convergent avec la loi de frottement, une loi de frottement alpha. Et maintenant, les perspectives sont maintenant, il faut affiner le modèle avec les conditions avec des conditions de connexion de tous les éléments, parce qu'on avait analysé que deux éléments dans ce cas que j'ai présenté. Il faut bien sûr optimiser les modèles pour trouver la vraie loi des frottements. Et il faut aussi de faire nouveaux tests sur différentes conditions de sol. Merci pour votre attention. Merci Juan Carlos pour cette belle présentation qui nous a beaucoup appris sur les pieux préfabriqués. Alors je vois sur le chat qu'il n'y a pas encore de questions, donc j'en profite pour poser justement, pour rebondir sur le dernier sujet que tu as évoqué. Oui, bien sûr. Justement, par rapport au terrain, donc est-ce que cette technique est adaptée pour tous les types de terrains? Enfin, quels sont les terrains les mieux adaptés à cette technique? Oui, en fait, maintenant, on a fait qu'un test. C'était dans le site de Saint-Julien-Lars, à côté de Poitiers, et on avait trouvé des conditions. Bon, les conditions géotechniques dans ce type de sol, c'était des argiles, et on envisage de faire un deuxième test avec un sol plus sableux. Mais ça, c'est la prochaine étape pour voir comment cette cette nouvelle technique, ça marche avec un autre type de sol. C'est vrai que avec un argile, c'est plus facile parce que les confinements, c'est plus évident ici, mais on envisage de faire un prochain test avec un sol plus sableux. D'accord. Et du coup, parce que je pense sur la slide 16, tu avais évoqué la longueur Oui, max, enfin, je sais pas si c'est la longueur max, mais tu avais évoqué justement quatre connexions, enfin, jonctions, donc ça fait 16 mètres de profondeur. Est-ce que oui. c'est une longueur max ou c'est quoi la longueur max pour pour cette technique?
En gros, on avait installé 5 éléments. On avait attendu 20 mètres de profondeur, mais il n'y a pas une longueur maximale qu'on peut utiliser. En fait, si on fait l'instrumentation de chaque connexion, peu importe s'ils sont cette connexion, on peut mesurer toujours cette force de compression parce que l'instrumentation, c'était fait avec un microdatalog sans fil. Donc, ça permet d'enregistrer tous les efforts pendant jusqu'à 72 heures. Donc, c'est un longueur libre qu'on peut utiliser dans ce type de test. D'accord. Ok. Et si je comprends bien, par rapport aux pistes et perspectives d'évolution, c'est estimer le frottement en temps réel, c'est ça? Oui, Si j'ai bien compris? exactement, exactement. En fait, dans cette première partie, la deuxième approche, on avait utilisé la méthode alpha on avait ajouté cette loi de frottement avec la méthode alpha sur les modèles. Mais maintenant, il faut optimiser les modèles pour trouver. C'est une analyse inverse. Maintenant, D'accord. il faut trouver la vraie valeur de cet frottement et par rapport à juste la mesure de capteur de force. En fait, ça, c'est la prochaine étape d'optimiser le modèle par une analyse inverse. D'accord. Bah, merci beaucoup, Monsieur Juan Balbuena, euh, pour la présentation et pour la réponse aux questions. Et puis n'hésitez pas si vous avez toujours des questions, vous pouvez les poser sur le chat et on pourra revenir pendant la session questions-réponses. Bien sûr. Merci. Merci à vous. Donc maintenant, alors on va passer à notre deuxième présentation. Donc le sujet cette fois-ci, c'est le comportement thermo-hydromécanique des sols fins compactés, application au stockage d'énergie, donc un sujet d'actualité, qui sera présenté par Rawan El Youssef, doctorante au sein du laboratoire énergie et mécanique théorique et appliquée. Rawan, je vous laisse la main. Bonjour. Allez, je partage mon écran. Oui, j'arrête le partage. C'est bon, je peux? Oui, oui, allez-y. Je sais pas si c'est bon. Oui, c'est bon. Enfin, on voit votre écran. Par contre, on est sur la page 5. Ok, c'est bon. Alors, bonjour pour tout le monde. Merci à toutes et à tous pour votre présence.